Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. Le seul duo qui vous redonne vraiment la monnaie de votre pièce. Attention, c'est le débat. Mais prends pas ça pour du cash. I declare bankruptcy! On a beaucoup parlé, Philippe, du groupe UOT, tu sais, qui va pas très bien. On apprenait ces derniers jours que Air Médic, qui était essentiellement, là, je pense, une filiale, ou en fait qui appartenait à M. UOT, s'est mis sous la protection de la loi sur la faillite. On a aussi parlé plutôt à l'émission de Azure Power, qui est une entreprise indienne dans laquelle la Caisse de dépôt a investi et qui a été délistée de la bourse new-yorkaise pour défaut d'avoir produit des documents, notamment son rapport annuel. Et donc, ça nous amène à une question de débat, à savoir, est-ce qu'on devrait, oui ou non, ou en fait comment, resserrer le droit à la faillite? C'est-à-dire, est-ce qu'on devrait rendre la faillite plus facile ou moins facile? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense pas qu'il faut la rendre plus facile. En fait, c'est rendu tellement facile que c'est l'équivalent d'aller s'acheter un paquet de gomme à l'épicerie. Là. C'est pas, tu sais, le fait que ton dossier de crédit soit après ça mis dans le rouge ou dans le noir, appelle ça comme tu veux. Tu sais, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui font faillite puis ils se repartent le lendemain matin. Ça n'a pas été fait dans cet esprit-là, la loi sur la protection des consommateurs, la loi sur la protection des faillites, etc. Honnêtement, puis en plus, on top, il y a une glorification en ce moment chez les entrepreneurs de « j'ai fait faillite ». Tu sais, en voulant dire, c'est comme un fait d'armes. Tu iras parler de ça à Jean Champagne, qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Crash, le combat d'un entrepreneur, qui lui a décidé de ne pas faire faillite. Il était à la tête d'une très grosse entreprise de la Beauce. Il s'est battu, c'est dans l'eau bénite, pendant plusieurs temps pour s'en sortir. Ça, c'est un succès. Ça, faut glorifier ça. Mais de faire un dépôt de bilan, parce que tu as pris un paquet de décisions tout croche. Tu sais, prends le groupe UOT, là. Il va se relancer en affaires, cet homme-là, là. Tu comprends? Ouais. Il a fait perdre des millions et des millions de dollars à des investisseurs, à des fournisseurs, à du monde. Honnêtement, la glorification... Tu sais ce que j'en pense, Philippe, en plus, hein? Bon, fait que je vais faire le contre-argument. Puis là, tout le monde va penser qu'à cette émission-là, Philippe est avec le peuple, puis moi, je suis avec le grand capital, mais quand même, je vais juste dire, donc, déjà, Francis, que tu refusais le bonheur aux employés, il y a une autre émission. Écoute, je vais te dire une couple d'affaires. Tu sais, Philippe, comme moi, que j'ai lancé il y a quelques années une initiative qui s'appelait Fail Camp, là. Tu t'es intervenu, d'ailleurs, à cette activité-là. Fail Camp, l'objectif, c'était dans le fond de célébrer l'échec. Fait que quand tu parles là, comme tu viens de le faire, j'ai l'impression que tu m'accuses personnellement. Grosso modo, il y a quand même beaucoup d'avantages à faire en sorte que la faillite soit plus facile et moins dramatique. Puis je vais quand même corriger ce que tu as dit, Phil. C'est pas aussi facile que s'acheter un paquet de gomme. Puis deux, il y a des conséquences. Tu parles de dossier de crédit, on s'en fout. On s'en fout pas du tout. Là. Tu peux pas acheter d'auto, de maison, tu peux plus remprunter à la banque pendant une période de 7 ans. Puis là, je vais juste mettre en contexte. Prenons un jeune entrepreneur, là, je sais pas, de 30 ans, là, qui passe à business, ça va super bien, puis là, soudainement, c'est la pandémie, soudainement, je sais pas, son client principal, il fait faillite lui-même, ou tu sais, il importe des affaires de la Chine, puis là, il y a des tarifs, tu sais, pour plein de raisons, on fait faillite, hein, c'est pas toujours, tu sais, bon, groupe UOT, là, c'est assez particulier, là, ça semble quasiment être un schéma de Ponzi, selon certains journalistes, mais je veux dire, il y a bien des faillites qui sont juste involontaires, puis etc. Puis là, t'as ton jeune de 30 ans, fleur de l'âge, super compétent, il est prêt à travailler 70 heures par semaine, il veut se repartir un autre business, mais boum, la loi sur la faillite met tellement un gros opprobre sur cette personne-là, puis sur ses finances, puis sur sa capacité d'emprunter, qu'il va devoir attendre à 37 ans de se relancer, puis entre-temps, il va aller travailler dans un cubicule beige. Tu comprends, Philippe, que pour stimuler l'entrepreneuriat, il faut oublier vite les faillites et donner à ces entrepreneurs-là la chance de repartir quelque chose. Francis, c'est pas vrai que cette personne-là ne pourra pas emprunter pendant 7 ans. Ça, c'est un mythe urbain. OK? Ça, c'est aussi mythique qu'une licorne. OK? Tous ces entrepreneurs-là, puis t'en connais, là, tu sais, on nomme pas le nom, j'en connais, mais ils se sont tous repartis en dedans de 2-3 ans. Tu comprends? Il y en a même qui ont racheté leur propre faillite. Tu sais, ils se mettent en faillite, puis ils réachètent les actifs une semaine après. Tu comprends?
Ça, c'est en anglais, là, on appelle ça, il y a un langage. Là, tu parles à un syndic, il appelle ça des fly-by-night. OK? C'est, si tu fermes le jeudi matin, puis le vendredi, tu es ouvert dans une autre incorporation avec 2 prête-noms. Non, mais. Mais ça revient à ce qu'on disait plus tôt, Philippe. C'est comme là, tu prends 3 exemples, puis tu dis qu'il faut encadrer puis limiter les droits à la faillite. Moi, ce que je te dis, c'est que ces gens-là, c'est clairement des gens qui ont un comportement qui n'est pas lié à la faillite. C'est de la fraude, puis ça, il faut mieux l'encadrer. Mais la faillite, entre guillemets, légitime, l'entreprise qui est plus capable de faire face à ses obligations, Puis souvent, tu sais, les faillites, là, Philippe, je reviens, là, l'entreprise, elle a grandi trop vite. Puis j'en ai même, t'en as sûrement des clients comme ça. Là. L'entreprise a grandi trop vite, elle manque de liquidité, il y a personne qui veut y prêter, puis à cause qu'elle manque de liquidité, elle peut plus avoir d'inventaire, parce que le plus d'inventaire, elle peut plus faire de vente, puis là, elle fait plus de vente, fait qu'elle fait plus de profit, fait qu'elle ferme. Mais tout ça juste parce que sa croissance était trop rapide. Puis encore une fois, l'entrepreneuriat, là, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, c'est pas quelque chose avec lequel on est né, c'est quelque chose qu'on apprend sur le tas. Puis moi, je pense personnellement que de se planter un petit peu, puis des fois de planter une compagnie, puis faire une fête de compagnie, c'est la meilleure façon de repartir une business qui est saine, puis une business sur laquelle tu as appris à propos du cash flow, puis à propos des marges, puis de gérer des employés. L'autre affaire, Philippe, c'est qu'évidemment, en ce moment, la loi fait en sorte que c'est très, très compliqué. Là. Je suis vraiment pas d'accord avec ton histoire du paquet de gomme. C'est très compliqué, puis ça engendre plein de coûts juridiques de faire faillite, ce qui fait que c'est des vrais dollars qui sont dilapidés. Là, ouais. Francis, arrête. C'est 2500 $ une faillite personnelle, puis 5000 une faillite corporative. Tu vas chez le syndic, tu fais un chèque, puis généralement, l'entreprise t'a fait une avance de fonds avant même que tu déposes le bilan. Je sais pas, tu parles peut-être d'un dépanneur, là, mais moi, les faillites que je connais, Philippe, ça coûte des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars de frais d'avocat. Comment il s'appelle, le groupe Sélection? Là? Tu penses-tu que ça a coûté 5 000 $ à date? Là? Non. Il y a Price Waterhouse d'un côté, Investissement Québec de l'autre. Non, mais ça a coûté des dizaines de millions de dollars. Ben voilà, exact. Il y a une différence, encore une fois. Prends le groupe Sélection. Là. Le groupe Sélection, ce qu'il a fait, là, il s'est mis sur la loi de la protection de la faillite et il a essayé de s'en sortir. Ben oui. Et c'est à ce moment-là que la chicane a pogné avec les propriétaires et le syndic, parce que quand tu fais ça au niveau corporatif, le syndic devient propriétaire de ton entreprise pour essayer de s'en sortir. Ça veut pas dire que comme propriétaire, tu es d'accord avec ce que le syndic fait. Sauf qu'encore une fois, ils vont essayer de s'en sortir. Mais c'est pas tous les dossiers qui font comme ça. Le petit entrepreneur qui a mal géré ses commandes, là, généralement, là, il paye le 5000 $. Ciao, bye. Puis il se lave les mains, puis le lendemain matin, il est reparti sous un autre nom. Alors, c'est ça qu'il faut encadrer. C'est ça à quoi il faut. La dernière chose, puis c'est contrairement à ce que tu dis, Phil, c'est que en fait, puis là, l'exemple du groupe Sélection est excellente pour ça. C'est que si on facilitait dans le fond la faillite puis le règlement des faillites, en ce moment là, quelqu'un qui a investi dans une entreprise qui est dans une procédure excessivement complexe de faillite, son argent est pris là dans une entreprise en difficulté, puis elle sait pas combien elle va en avoir ni quand elle va en avoir. Fait que dans une certaine mesure de simplifier les processus, ça va faire en sorte que tu vas avoir peut-être 50 cents sur ton dollar ou 20 cents sur ton dollar, mais tu vas le avoir rapidement plutôt que d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis moi, il y a une chose que j'ai appris, Philippe, j'ai eu des entreprises qui n'ont pas fonctionné puis qu'on a dû fermer, pas en mode faillite, mais en mode on a perdu des sous. Puis plus t'attends, plus ça coûte cher. Tu le sais comme moi, le temps, là, c'est le pire ennemi par rapport à récupérer puis que ce soit lié justement à des faillites ou par rapport à des clients qui ne te payent pas, etc. Plus t'attends, plus c'est compliqué. Donc pour moi, avoir une loi sur la faillite qui serait simple, qui permettrait de passer rapidement à une solution mitoyenne entre les parties, quitte à nommer des médiateurs, quitte à créer un organisme d'encadrement des faillites, mais de faire ça vite, de sorte que, je te dis, même pour la confiance des investisseurs, de savoir qu'au moins tu vas récupérer ton argent vite, même si c'est pas tout ton argent, ça redorerait un petit peu le blason de certaines entreprises émergentes. Puis comme nous l'a dit Geneviève Tanguay, là, la PDG de Ange Québec, dans un autre segment, quand tu es en entrepreneuriat, Philippe, 6-7 entreprises sur 10 font faillite, ou ferment, là, je veux dire, qu'on appelle ça d'une façon ou d'une autre. Donc, ça fait un peu partie de la vie. Puis je trouve que de rendre ça punitif, comme on le fait actuellement, c'est pas de se rendre service collectivement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a vraiment de punitif là-dedans, là, dans le sens où, on a parlé du groupe Sélection. Le groupe Sélection, le gars se promène en jet privé entre Montréal et Granby. Honnêtement, il y a une question d'intelligence humaine. Après ça, le groupe UOT va parler aux investisseurs de Québec
qui ont mis leurs économies d'une vie. Il y a des gens qui ont vendu leur entreprise, qui ont confié leur argent à ce monsieur-là, puis qui vont tout perdre. Après ça, pense aux petits producteurs, aux petits, sous-traitants, qui lui, honnêtement, moi, je pense que t'es mieux de vivre comme entrepreneur extrêmement stressé, puis t'assurer de payer tout le monde à 100%, puis passer à travers. T'sais, encore une fois, le droit à la faillite, ça devrait être un droit de vie ou de mort. Tu es sur le point de tomber complètement et là, tu te mets sur la faillite. Mais honnêtement, il faut devenir beaucoup plus sévère pour ceux qui utilisent ça et qui se relancent en entreprise. Je serais d'accord avec tout ce que tu as dit, Francis. Si la personne qui fait faillite n'a pas le droit de lancer une entreprise et ou pas le droit d'être dans une organisation pendant 7 ans. Oh là! Non, mais c'est la même chose que vraiment la peine de mort au Québec. Tu vas voir qu'il y a un paquet des crimes qui vont arrêter. Où est-ce qu'on est rendu, là? Écoute, je vais tout de suite déclarer, oui, c'est ça, exactement. Je vais tout de suite déclarer ça, c'est un match nul avant qu'on se mette à parler d'assassinat d'entrepreneurs. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash, mesdames et messieurs, c'était le débat. Francis Gosselin,